Brugère. Bonjour Sonia. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, syndicat à la tête duquel vous venez d'être réélu très largement à l'unanimité. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre Justice, la colère qui monte. Et justement, la colère monte aussi contre l'emprise des narcotrafics dans notre pays. C'est un rapport explosif de 90 pages de la Cour des comptes qui a été rendu public hier. Ce rapport met le doigt sur la gangrène qui gagne désormais toutes les villes et les campagnes autrefois paisibles de notre pays. Près de 80% des communes sont touchées. Le ministre de l'Intérieur avait parlé de mexicanisation, d'autres alertent sur un narco-État. Comment la magistrate que vous êtes appréhende ou définit cette situation aujourd'hui ? Alors d'abord, je suis ravie que ce rapport existe parce qu'il confirme déjà ce que a fait la commission d'enquête, l'excellent travail des sénateurs qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Mais cette situation, elle est connue aussi en interne et nous aussi, en tant que syndicat, il y a longtemps que nous tirons la sonnette d'alarme, parfois un peu en vain, j'allais dire. Donc ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on a deux menaces criminelles qui sont quasiment des menaces qui touchent l'existence même de notre société. La première, c'est l'islamisme radical, dont la manifestation la plus spectaculaire, on le sait malheureusement, ce sont les attentats terroristes ou des attentats comme l'affaire de Samuel Paty, mais qui se déclinent sur tous les fronts sociétaux. C'est-à-dire que l'islamisme radical, c'est pas que les attentats, c'est aussi tous les fronts de la société sur lesquels il y a des coups de boutoir en permanence. La deuxième menace existentielle pour notre État et notre société, c'est le narcotrafic. Parce que le narcotrafic, aujourd'hui, a pris une telle dimension, une telle surface territoriale, une telle surface financière et une telle force de frappe judiciaire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je crois que le rapport le dit, vous avez plusieurs milliards en fait de bénéfices pour le narcotrafic. C'est une criminalité organisée. Il faut d'ailleurs ne pas non plus se concentrer que sur le produit, parce que les organisations criminelles travaillent sur les opportunités criminelles. Et ce qui est intéressant dans le narcotrafic, c'est que il y a aussi le haut du spectre, mais en fait, ça irrigue toute la criminalité jusqu'en bas, jusque dans les cités. Ça va du braquage, ça va des violences, des intimidations, des fusillades, des assassinats. Et en fait, ça pollue et ça a tout le territoire. Et aujourd'hui, on a une véritable difficulté avec ça parce que ça fait longtemps que nous tirons la sonnette d'alarme et que nous ne sommes pas nécessairement armés pour faire face. Ni armés, nous allons en parler. Ouais. Parfois, les deux menaces existentielles que vous avez décrites, Béatrice Brugère, l'islamisme et les narcotrafics sont liées. Et parfois, il peut y avoir des cibles. Et ces cibles sont des magistrats. Menaces, intimidations, agressions verbales, physiques. Ça a été le cas. En tout cas, il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour du procureur de Douai. Vers quel pays va-t-on si on arrive à intimider des magistrats en France? Vous avez raison de le souligner parce que je crois que c'est encore un impensé dont on n'a pas pris toute la mesure. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes le dit. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que l'arme du terrorisme, c'est la terreur, c'est le spectaculaire, c'est la peur. L'arme du narcotrafic, c'est la corruption, c'est l'intimidation et également toutes les possibilités de violence. On a vu, et vous le dites très justement, des magistrats qui ont été menacés, des hauts magistrats, puisqu'on parle de la Cour d'appel de Douai, d'une tentative peut-être de séquestration du procureur de Douai, mais c'est pas un phénomène nouveau. En fait, dès 2016, déjà Urvoas avait demandé, garde des Sceaux à l'époque, un rapport sur toutes ces menaces. Je crois qu'il faut prendre toute la mesure aujourd'hui de ce face-à-face, sur lequel d'ailleurs des magistrats avaient tiré la sonnette d'alarme et sur lequel ils s'étaient fait rabrouer. Aujourd'hui, la Cour vous parlez des magistrats marseillais, qui après avoir parler d'une guerre presque perdue, quand même, se sont fait... Exactement, mais il faut parler... En fait, c'est toute la chaîne. C'est la police qui peut être attaquée, c'est la pénitentiaire. Vous avez encore en tête aussi cet assassinat de la pénitentiaire avec l'affaire Amra, avec de la corruption obligatoirement, avec, si vous voulez, des complicités en interne. Eux-mêmes sont menacés. Maintenant, vous avez des magistrats. Donc, vous avez les deux versants. Vous avez le versant aussi
possible de la corruption, de greffiers, de magistrats, et le versant intimidation. C'est gravissime, Béatrice. C'est gravissime. Ce sont des coups de boutoir en plus à notre... Alors là, on peut en parler. L'état de droit, quand des magistrats sont menacés dans un pays, c'est l'état de droit. Et vous avez raison, quand je parle de deux menaces existentielles, c'est que le terrorisme vise à détruire notre modèle civilisationnel, le narcotrafic vise à diluer l'État pour imposer sa loi. Donc, si vous voulez, ces deux menaces, en effet, qui sont des menaces réelles et pas fantasmées cette fois-ci. Là, on parle de choses de très concrètes, de notre État de droit et de notre modèle démocratique. Fusillade, assassinat, règlement de compte, agression ultra-violente s'enchaînent, on l'a vu, à une vitesse vertigineuse ces derniers temps, et sur tout le territoire français nous oblige, Béatrice Brugère, à interroger aussi l'efficacité de notre politique sécuritaire et pénale, y compris pour des mineurs de plus en plus jeunes. Ce matin, si on ne change pas notre grille, si on ne change pas notre logiciel, que risque-t-il de se passer selon vous ? En fait, le problème, c'est qu'on a déjà pris beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas adapté aux mutations criminelles qui sont les nôtres. Nous avons un rajeunissement, d'ailleurs, c'est ce qui est dit également dans le rapport, sur la violence, y compris la violence des mineurs qui sont embrigadés dans des réseaux criminels. Nous avons des mineurs qui ont une violence de plus en plus débridée, sans complexe, qui n'ont pas peur de venir s'attaquer à des choses extrêmement de l'autorité. On le voit avec la multiplicité des infractions contre les gendarmes, la police. On voit très bien que les mineurs, aujourd'hui, se sentent un peu, pour certains, c'est une minorité dans la toute-puissance, et nous n'avons pas adapté nos réponses pénales. Nous avons fait des propositions justement là-dessus, suite aux émeutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des émeutes où on s'est aperçu qu'il y avait énormément de mineurs, pour remettre en place des procédures rapides, style comparution immédiate, pour interroger aussi l'atténuation de responsabilité qui est quasiment automatique sur la tranche, oui, de 16 à 18 ans, et pour qu'elle soit motivée. Moi, je suis contente de voir que ça a été repris d'ailleurs dans une proposition de loi de Gabriel Attal, qu'il avait déjà un peu repris quand il était Premier ministre. Donc, il faut changer en urgence notre grille de lecture. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'y va pas plus vite. Alors, vous avez raison. Et ce qu'on ne comprend pas, le grand public et la grande majorité des Français, c'est certaines décisions de justice qui ont quand même choqué. On ne va pas les citer, mais notamment dans la terrible affaire Philippines. Béatrice Brugère, entre peine aménagée et loi inadaptée, on ne comprend pas pourquoi et comment notre justice n'arrive pas à protéger les plus faibles. Vous avez dit dans une récente tribune, ça m'a beaucoup interpellée, et ça interpellera certainement nos auditeurs et nos téléspectateurs. Ce qui est terrible, c'est que parfois il y a des failles de la justice dans la légalité. C'est-à-dire que la justice administrative, judiciaire, peut être dysfonctionnelle dans la légalité. Oui, on a institutionnalisé nos failles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut retrouver la légitimité. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute des attentes. La justice, elle est au service des citoyens. On n'est pas là que pour faire du droit, on est là pour rendre justice. Et il y a un écart entre appliquer la loi et rendre justice. Et cet écart, c'est toute l'intelligence de situation, du discernement. Et là, il faut qu'on retrouve notre légitimité. Ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, la justice est en perte de crédit en permanence. Il faut absolument, parce que c'est un pilier de notre démocratie, que la justice retrouve ce crédit. Les citoyens ont un besoin de justice incroyable, on le voit. C'est un idéal, les gens sont prêts à se battre toute une vie pour obtenir justice. Nous leur devons cette justice. Pour cela, il faut absolument se remettre en question. Se remettre en question, c'est-à-dire éviter de se dire non, circulez, vous n'avez rien compris, tout est parfait, on a respecté la norme. Il faut réinterroger nos modalités, il faut réinterroger notre façon de travailler, il faut réinterroger notre façon de rendre justice. Vous en êtes capable et vous le faites. Est-ce que tout le monde l'est ? Je cite notamment, comment redonner confiance dans le système judiciaire et faire en sorte d'éviter toute politisation de certains magistrats, notamment à travers Béatrice Brugère, le syndicat de la magistrature, qui à coup de tribune et de participation à la fête de l'humain affiche clairement, officiellement son orientation politique. Est-ce qu'on peut, dans notre pays, juger et être syndiqué avec des opinions politiques affichées ? Nous avons un devoir d'impartialité. Vous m'avez répondu, donc. Donc non, on ne peut pas juger. Nous avons un devoir d'impartialité. Moi, ce que je veux dire aux auditeurs, parce qu'il y a une confusion, il faut qu'ils entendent ça. Il existe un syndicalisme judiciaire réformiste
qui ne fait pas de politique et qui est au service des citoyens. Nous ne voulons pas avoir aucune allégeance. Nous n'avons aucune allégeance ni politique ni militante. Nous parlons d'ailleurs à tous les politiques. Nous faisons des propositions de réforme. Nous ne sommes pas corporatistes. Nous sommes capables de reconnaître nos erreurs, nos dysfonctionnements. Moi, je regardais le dernier projet de loi de finances. Nous avons des indicateurs de performance qui sont des indicateurs de contre-performance. Je m'explique. On rajoute des moyens humains et budgétaires. Les délais s'allongent. Nous jugeons de moins en moins. La chaîne pénale est saturée. Nous avons un rapport de l'inspection qui est un peu secret ou discret en tout cas, qui montre que nous avons des millions de procédures qui ne sont pas traitées dans les commissariats, gendarmerie. Aujourd'hui, on nous demande d'augmenter les alternatives aux poursuites et nous avons le taux le plus bas, un des taux les plus bas, puisqu'aujourd'hui nous sommes à peine à 15%. Écoutez bien, 15% de dossiers qui sont jugés devant une juridiction. Mais vous êtes en train de nous dire que vous subissez aussi de l'impuissance en amont. Oui, donc il faut changer nos modèles. On peut le faire, le déclin n'est pas irréversible. Prenons un exemple concret. Pour améliorer le système, il faut aussi que la justice et l'intérieur marchent d'un même pas et travaillent main dans la main. Par exemple, on nous dit toujours, et c'est le cas, il faut plus de places de prison. Comment expliquer, Béatrice Brugère, que des détenus condamnés dangereux se retrouvent dans des centres de rétention administratif? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de place de prison? Comment expliquer ce transfert de profil? Alors, en fait, nous avons fait des propositions là-dessus. Normalement, les détenus qui sont étrangers et qui purgent une peine de détention devraient faire l'objet d'une attention toute particulière pour avoir des procédures soit de libération, expulsion pour qu'ils partent avant de sortir. Comme on n'anticipe pas et qu'on ne fait pas ces procédures pour une grande majorité, ils sortent, après ils vont dans les centres de rétention administrative, dont on sait qu'ils ne sont pas faits pour ça, d'ailleurs. Il y a des problèmes de violence, d'ailleurs, au passage. Ils ne sont pas faits pour ça, ça coûte très cher. Et après, vous avez des délais où on est obligé de les remettre dehors. Je signale aussi que nous avons envoyé sur la place des prisons. On a aujourd'hui entre 3 et 4 000 matelas. Et c'est un problème de surpopulation. Nous avons écrit au garde des Sceaux il y a un mois pour dire attention, nous avons la possibilité aujourd'hui, dans les textes, il n'y a rien à faire, il y a juste à donner des ordres, à appliquer. 3 à 4 000 détenus européens qui pourraient être transférés immédiatement dans leur pays sans laisser-passer consulaire pour finir d'exécuter leur prison chez eux, dans leur pays. Là, il n'y a pas de problème de laisser-passer consulaire, ce sont des détenus européens. 3-4 000, c'est les 3-4 000 matelas qui sont au sol. Ce qui est incroyable, alors vous parlez de ces détenus européens, il y a les détenus extra-européens. Un quart des détenus français sont des étrangers et en majorité des extra-européens. Est-ce que c'est au garde des Sceaux de donner des instructions, en réalité, pour que soit appliqué ce que vous nous dites? Bien sûr, ça s'appelle la politique pénale. Bien. Donc, CQFD, si on peut dire. Alors, vous avez sur les détenus extra-européens tout un travail aussi qui est fait aussi par le ministère de l'Intérieur. Je crois que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a commencé à le faire avec un début de succès. Tout un travail diplomatique, vous le savez, puisqu'en fait, là, pour le coup, évidemment, on est soumis à des laissez-passer consulaires. Donc ça, c'est un travail politique. Les ministres sont des politiques. C'est à eux qu'il appartient de faire en sorte que ça marche. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, si parfois vous ne subissez pas l'impuissance du politique. Mais il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a aussi les textes pour faire les choses. On ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Alors pourquoi? Est-ce que la prison, c'est l'exception par idéologie ou bien parce que les prisons sont pleines à craquer et justement qu'on fait porter aussi sur le magistrat cette impuissance? Est-ce qu'il y a des deux? Alors oui, la prison, c'est l'exception. D'ailleurs, on nous demande de plus en plus... Depuis très longtemps, c'est la fameuse théorie bien sûr. Foucault. Oui. Mais on nous demande de plus en plus de mettre de moins en moins en prison, en détention, parce que justement, on nous dit qu'on a une surpopulation carcérale. Sauf que, moi j'indique qu'on a une politique depuis des années qui est incohérente et irresponsable. On a stoppé tous les chantiers de construction aujourd'hui. On est en sous-équipement carcéral. Christiane Taubira, quand elle est arrivée, elle a stoppé tous les chantiers. On nous dit qu'il faut 7 ans pour faire sortir des prisons du sol. En vrai, quand on regarde, il faut 2 ans et demi à 3 ans. Le reste, c'est de la technobureaucratie. Donc, il faut accélérer les process, il faut construire autrement. Nous, on a fait des propositions d'ultra courte peine de 7 jours. On s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème de politique pénale. On n'incarcère pas plus que dans les années 80, mais les gens restent 2 fois plus longtemps. On incarcère trop tard. Donc, 35 000 détenus dans les années 80, c'est 70 000 places aujourd'hui parce qu'ils restent 2 fois plus longtemps. Ouais. Si vous mettez des peines de prison qui sont exécutées très courtes, par exemple comme 16
7 jours, comme on le propose, pour des faits graves, pour des primo-délinquants, pour qu'ils aient une réponse immédiate, etc., il faut que 400 places pour 10 000 peines prononcées. Donc ce n'est rien. Donc on voit bien qu'on est sur un problème de politique pénale. Je voudrais conclure par l'actualité. Et vous avez été juge, vous avez été magistrate antiterroriste, Béatrice Brugère. Il y a eu les positions de la France insoumise qui ont beaucoup choqué, qui souhaitent, à travers une proposition de loi, supprimer le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Comment vous avez réagi à cela? À quoi ça reviendrait selon vous? Alors, ce délit qui avait été fait, je crois, par Monsieur Cazeneuve à l'époque, avait un intérêt, c'est qu'en fait, on s'était aperçu que les gens qui faisaient du délit d'apologie étaient souvent des futurs terroristes, et ça permettait, d'identifier ces personnes, leur dangerosité, condamner éventuellement cet appel au meurtre, au terrorisme. C'est quoi l'apologie du terrorisme? C'est de demander d'aller tuer des gens quand même. Et en général, ce sont des civils. Donc en effet, ce délit a un intérêt parce qu'il permet d'investiguer, parfois justement de prévenir des attentats et de condamner des gens qui sont radicalisés. La proposition de loi dont j'ai entendu qu'elle serait pas une abrogation pure et simple, mais un transfert pour le remettre dans le droit de la presse, je n'ai pas vu ça du tout. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est ce qui est expliqué aujourd'hui. En fait, c'est une abrogation pure et simple qui a été proposée par les élus LFI. Qui serait, et avec aussi avec 3 articles dont le deuxième serait d'évaluer la politique des magistrats qui l'utilisent, ce qui est quand même très particulier, c'est-à-dire aller voir comment les magistrats appliquent la loi. En deuxième article, me semble une régression très grave par rapport à la menace que je vous ai indiquée, qui est une menace existentielle aujourd'hui, puisque sur tout le territoire aujourd'hui, nous avons de plus en plus de contestation du modèle de notre société, dont l'apologie du terrorisme, qui appelle très clairement à des actions extrêmement violentes, y compris contre des civils. Merci Béatrice Brugère. Je rappelle que pour votre livre « Justice, la colère qui monte », vous avez reçu le prix de l'essai politique du barreau de Paris 2024. Je crois que c'est la première fois que la magistrate est récompensée. On voit votre sourire, je le dis à nos auditeurs. C'est important compte tenu des thèmes que vous portez. Oui, et puis c'est très important parce que c'est difficile parfois avec les avocats qui reprochent des relations difficiles, et je trouve que c'est un très, très beau symbole. On peut faire l'unanimité parfois. Et ça me fait très plaisir. C'est heureux. Voilà. Merci Béatrice Brugère. Bonne journée à vous.